Bonjour à toutes et à tous, on commence donc cette rentrée avec une série sur les consoles portables que sont la Nintendo DS et la PSP, deux consoles donc du début des années 2000, avec chacune, on va dire une part importante du piratage, mais chacune dans son domaine, la DS et la PSP étant assez différentes sur ce point de vue. En tout cas, on commence cette série avec la Nintendo DS. Nintendo DS que j'ai évidemment. Bon là c'est une DS Lite mais imaginez que c'est une DS Tank. J'avais une DS Tank mais l'écran est pété et bon, elle ne fonctionne plus malheureusement, donc DS Lite. Mais ce piratage a fonctionné sur toutes les DS, notamment à cause d'une seule chose, la R4. Donc si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est très important, et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Sur ce, générique. La Nintendo DS est sortie en 2004 au Japon et en 2005 en France. Vendue à 154 millions d'exemplaires au total, cette console a été un véritable hit pour Nintendo, dépassant les chiffres de la mythique Game Boy. Elle a fait partie de la nouvelle génération de consoles voulues par Nintendo, avec d'un côté la Wii, qui a démocratisé elle le motion gaming, la Nintendo DS quant à elle a démocratisé le touch gaming au plus grand nombre, avec une publicité du bon goût des années 2000. D'ailleurs, petite anecdote, le sigle DS ne signifie pas Dual Screen ou deux écrans. Le sigle DS veut dire officiellement Developer System, car à la base, ce que Nintendo appelait le projet Nitro, ou le sigle NTR sur la console, devait être un simple système de développement de jeux innovant pour Nintendo. Par ailleurs, tous les modèles de DS ne portent pas le même nom de code. La Nintendo DS classique portait le nom de code Nitro, avec le cycle NTR sur la console, on peut également le retrouver sur les cartouches de jeu. La Nintendo DS Lite portait le sigle USG, on suppose que ça pourrait vouloir dire Usugata, qui signifie slim ou petit en japonais. Et enfin la Nintendo DSi qui portait les sigles TWL et UWL pour la version XL, par contre on ne sait pas à quoi ces sigles font référence. Ce projet fut l'idée du président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, dès 2002, et fut réalisé ensuite sous l'ombrelle du nouveau président, Satoru Iwata. Ce projet a tellement plu en interne que cette console est devenue la Nintendo DS, qui devait à la base être en cohabitation avec la gamme Game Boy, d'où la sortie de la Game Boy Micro en 2005. Revenons maintenant plus en détail sur la Nintendo DS. La console se compose de deux écrans TFT de 3 pouces et d'une résolution de 256 par 192 pixels chacun. Évidemment, ce qui a fait la renommée de la Nintendo DS, c'est son second écran tactile résistif utilisant un stylet pour le contrôler. A l'arrière, nous avons évidemment une batterie, car la Nintendo DS, contrairement à la Game Boy Advance première du nom, utilisait la même batterie que la Game Boy Advance SP. Nous avons ensuite un port pour insérer les cartouches de jeux Nintendo DS et un autre port pour les jeux Game Boy Advance, offrant ainsi un côté rétrocompatibilité, mais aussi une confirmation que la Nintendo DS devait cohabiter avec la Game Boy Advance. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Niveau CPU, la Nintendo DS embarque deux processeurs. Un processeur principal de type ARM V9 cadencé à 66 MHz et un coprocesseur ARM V7 cadencé à 33 MHz. Ce coprocesseur est surtout utilisé pour le mode GBA de la Nintendo DS. Niveau graphique, l'affichage est généré directement via le CPU principal, le ARM V9, et propose alors deux moteurs de rendu. Un moteur 2D capable d'afficher 128 sprites maximum sur 4 couches, et un moteur 3D capable d'afficher 120 000 polygones par seconde. D'ailleurs, en parlant de moteur de rendu, la Nintendo DS a quelques limitations.
En effet, chaque moteur de rendu doit être assigné à un écran précis. Alors qu'il est possible d'avoir un moteur 2D sur chaque écran, le moteur 3D quant à lui ne peut être assigné qu'à un des deux écrans par frame. C'est pour cela qu'en mode gameplay, la majorité des jeux utilisent un seul des deux écrans pour les effets 3D. Avec la possibilité d'utiliser un Z-Buffer, le Shadow Mapping ou le Mip Mapping, les capacités 3D de la Nintendo DS peuvent être comparables à celles du Nintendo 64, le souci étant le cache des textures qui n'est que de 512 kilo-octets. De plus, Nintendo a ajouté un flag spécial Cell Shading, un aspect graphique très connu à cette époque permettant à n'importe quel développeur de juste activer ce mode graphique avec une seule ligne de code. Côté sonore, c'est le coprocesseur ARM V7 qui prend le relais, avec 16 canaux audio qui prennent en charge l'audio 16 bits, PCM16, à une fréquence d'échantillonnage de 32 kHz. Ce qui peut sembler peu, mais n'oubliez pas que la DS a de minuscules haut-parleurs, et par conséquent, de la haute fidélité à 48 kHz serait inutile. Écoutez pour voir. Et niveau mémoire, la Nintendo DS embarque 4 mégaoctets de pseudo-static RAM qui peut être élargi via le port GBA de la console. Pseudo-static RAM est en fait un type de mémoire RAM qui est en réalité une mémoire RAM dynamique, une DRAM, qui se comporte un peu comme une mémoire RAM statique, ou SRAM. L'intérêt est d'utiliser des puces mémoire moins chères, comme par exemple les barrettes de RAM de PC, tout en gardant les spécificités d'une mémoire statique comme une faible consommation d'énergie. Enfin, chose rare à cette époque, la console était compatible Wi-Fi, permettant d'un côté le jeu en multijoueur en ligne, mais également le multijoueur local avec le partage de jeux, permettant par exemple sur Mario Kart DS de partager le jeu à des amis qui n'ont pas la cartouche pour pouvoir jouer ensemble. Pour cela, il suffisait qu'une personne achète la cartouche de jeu de par exemple Mario Kart ou New Super Mario Bros, que l'autre console se mette en mode Download Play, puis que cette console télécharge une partie du jeu pour pouvoir jouer ensemble. Cela fonctionne sur Nintendo DS, mais aussi sur 3DS. Toutes ces fonctionnalités ont évidemment contribué au succès de la console, mais ce succès peut également venir d'une toute petite cartouche dont la renommée n'a fait que grandir dès sa sortie en 2007. Pour savoir plus en détail comment fonctionne cette fameuse R4, il faudrait déjà comprendre comment la console démarre et comment elle protège ses jeux. Tout d'abord, la DS initialise le processeur ARM V9, puis le processeur ARM V7 en démarrant leur microcode. En effet, le processeur ARM V9 possède un BIOS de 4 kHz et le processeur ARM V7 un BIOS de 16 kHz. Et pendant que le processeur ARM V9 fait son initialisation, le processeur ARM V7 effectue les vérifications sur la cartouche. Le processeur envoie une commande vide qui agit probablement comme un signal d'activation pour indiquer à la cartouche que la console est prête à recevoir des instructions. Ensuite, elle récupère l'entête de la cartouche, les 512 premiers octets, contenant les informations telles que les emplacements mémoire où la console doit commencer l'exécution du jeu. Après avoir récupéré l'entête, la Nintendo DS récupère l'identifiant de la puce depuis le contrôleur de la cartouche, car comme tout dispositif à mémoire flash, que ce soit les SSD ou simplement les cartes SD, ils ont tous un microcontrôleur permettant de savoir, entre autres, la taille totale de la NAND flash ainsi que le fabricant de celle-ci. C'est ce qui permet aussi par exemple de fabriquer des fausses cartes SD, mais ça, c'est un autre sujet. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Mais c'est à partir de là que tout se corse. Le processeur passe ensuite en mode chiffré. Toutes les communications avec la cartouche se fera via un algorithme de chiffrement symétrique de type Blowfish. Cependant, ce chiffrement n'est utilisé pour récupérer que les 2 premiers kilooctets de la cartouche. Cette zone de 2 kilooctets est nommée la Secure Area et elle se compose d'une chaîne de caractères chiffrés, Ancry Object, ainsi que d'autres éléments comme les métadonnées du jeu insérées et d'autres checksums.
La console charge alors cette Secure Area en mémoire, puis tente de déchiffrer les 8 premiers octets contenant la chaîne Ancry Object. Si elle est déchiffrée avec succès, cette chaîne est écrasée en mémoire avec le code hexadécimal E7FFDEFF, une chaîne décidée arbitrairement par Nintendo, sans doute pour couvrir les traces d'un quelconque algorithme. Mais si la console n'arrive pas à déchiffrer correctement la chaîne, c'est l'ensemble de la mémoire qui est écrasé avec ce code, écrasant de fait également les métadonnées et les checksums, et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas de bon augure pour l'exécution du jeu. D'ailleurs, étant donné que le déchiffrage intervient à partir des données issues de la cartouche, il se peut qu'un mauvais contact empêche la bonne copie en mémoire et donc le déchiffrage. Ce qui fait que la console peut considérer cette cartouche officielle comme invalide, affichant ainsi le menu de démarrage de la DS. Si ce premier test est validé, un second test est effectué avec la récupération une nouvelle fois de l'identifiant de la puce. Cette vérification est là pour empêcher le spoofing, une technique utilisée sur PlayStation où l'utilisateur change le média officiel pour un média non officiel au moment du boot process. Une fois que la console a vérifié que la cartouche est une cartouche authentique, la console repasse alors en mode classique d'exécution, synchronise les deux processeurs sur le même timing, puis démarre le jeu. Si aucune cartouche n'est insérée, alors la console affiche le menu principal. D'ailleurs, petit trivia, si vous avez eu une DS, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi il est impossible de lancer un jeu si la cartouche de celui-ci n'est pas insérée avant de démarrer la console. C'est parce que le processeur ARMv7 ne peut faire ses vérifications que au démarrage de la console. En effet, une fois l'initialisation terminée, impossible de refaire une vérification de la cartouche sans redémarrage, les instructions étant intégrées au BIOS du processeur ARMv7. Maintenant, comment fonctionne cette fameuse R4 ? La R4, ou Revolution 4DS, était une cartouche DS non officielle qui comportait son propre microcode, et surtout la possibilité d'insérer une carte microSD. Cette carte microSD permettait de mettre des programmes faits par la communauté, ou homebrew, de la musique, transformant la DS en lecteur MP3, mais également et surtout des ROM de jeux officiels. Alors, utilisé pour certains joueurs pour stocker sa collection de jeux sans avoir à déplacer toutes ses cartouches, la R4 a été aussi utilisée par les pirates pour récupérer illégalement les jeux DS. Après insertion de la cartouche et l'allumage de la console, le BIOS de celle-ci vérifiait l'authenticité de la cartouche. Vous pouvez penser que la cartouche serait détectée comme invalide, et pourtant la console démarre la R4 comme n'importe quel jeu officiel. Que s'est-il passé ? Notre histoire commence avec Martin Korth. Alors que Martin Korth continuait de développer son émulateur GBA nommé NoCache GBA, il s'est intéressé à l'émulation de la Nintendo DS dès 2005. Il a commencé par extraire le BIOS de celle-ci et étudier les diverses fonctions internes. Comme dit précédemment, la DS chiffrait les commandes de vérification de l'authenticité des jeux, à un petit détail près, et que ce chiffrement était symétrique. Contrairement au chiffrement RSA qui est asymétrique, et donc nécessite une clé privée pour chiffrer la donnée, le chiffrement Blowfish, lui, est symétrique et n'utilise qu'une clé publique enregistrée dans le BIOS de la console. Évidemment, tout ceci sera donc documenté au sein de la scène Homebrew. D'ailleurs, Martin Korth changera son émulateur GBA pour devenir l'émulateur DS que l'on connaît tous. Et évidemment, avec cette documentation, il était donc possible de faire lire des cartouches non officielles à la console. Il suffisait donc d'ajouter au sein du microcode de la fausse cartouche la chaîne Ancry Object, chiffrée avec la clé contenue dans le BIOS, et le tour était joué. La console ainsi pensait avoir affaire à une cartouche officielle et démarrer l'exécution du jeu. Ce « jeu » sur la R4 est en fait un menu permettant de lancer d'autres programmes et évidemment des jeux DS officiels. Cette méthode était si simple qu'il suffisait d'acheter ces cartouches, souvent vendues avec une carte SD, et d'y insérer ROM ou Homebrew pour jouer comme n'importe quel autre jeu DS. Évidemment, vous vous en doutez, les développeurs ont très vite implémenté des vérifications anti-piratage dans leurs jeux. Et ça s'est fait très rapidement en vérifiant la taille de la NAND flash qui normalement doit être fixe sur toutes les cartouches officielles et qui peut changer si c'est démarré avec une R4. Comme par exemple dans Chrono Trigger, où les développeurs ont décidé de bloquer le joueur dès le début du jeu.
En effet, dans ce jeu, le joueur doit emprunter des portails pour naviguer entre les époques. En bloquant l'exécution dès le premier voyage temporel, le pirate se retrouve bloqué dans une boucle, empêchant ainsi toute progression. A noter que c'est la même protection que sur Super Nintendo. Ou bien comme dans Ace Attorney Investigation 2, un spin-off de la série des Phoenix Wright, où la totalité du texte est changé en borginien, la langue fictive des Phoenix Wright introduite dans Apollo Justice Ace Attorney. Bonjour pour comprendre quoi que ce soit. Et enfin, nous avons The Legend of Zelda Spirit Tracks, cette aventure où Lynx doit conduire des trains, et accessoirement sauver Zelda, mais ça, c'est autre chose. Malheureusement pour les pirates, le jeu en aura décidé autrement, et ce, très rapidement. Si vous avez une copie piratée de Spirit Tracks, le jeu se jouera normalement, sauf au moment de conduire le train. Justement, il n'y a aucune commande indiquée vous empêchant ainsi de finir le premier voyage servant de tutoriel. Car au moment d'éviter le premier obstacle, un cochon sur les rails, impossible d'utiliser le sifflet pour le faire bouger. Le train s'immobilisera, empêchant toute progression. Évidemment, Nintendo n'était pas du tout ravi de voir sa console ouverte aux 4 vents. Et Nintendo ne pouvait pas stopper les R4 de fonctionner, car le hack touche un processus essentiel du démarrage des jeux sur DS. De plus, la DS n'avait pas de système de mise à jour par internet, ceci arrivera avec la DSi. Par contre, Nintendo a fait ce qu'ils savent faire de mieux. Un procès mondial s'est organisé dès 2007, ciblant notamment les revendeurs de cartes R4, car Nintendo avait bien compris qu'il ne pourrait rien contre les entreprises qui les fabriquaient. En France par exemple, alors que le procès initial de Nintendo a été rejeté au motif que les appareils pouvaient être utilisés pour fabriquer des homebrew et développer des logiciels en 2009, la décision de 2011 l'a renversé et la Cour d'appel de Paris a statué contre 5 vendeurs et distributeurs de R4. Les vendeurs et les distributeurs ont été condamnés à une amende de plus de 460 000 € et certains ont été condamnés à de la prison. Stéphane Boll, directeur général de Nintendo France à l'époque, a publié une déclaration disant que Nintendo a soutenu cette action criminelle non seulement pour le bien de l'entreprise, mais aussi pour l'intérêt de ses partenaires développeurs de jeux qui consacrent du temps et de l'argent à développer légitimement des logiciels pour les plateformes de jeux de Nintendo, et des clients qui attendent les normes et l'intégrité les plus élevées des produits portant le nom Nintendo. Et voilà, malgré tout, cette méthode de piratage aura perduré de la DS Tank, donc la toute première DS, jusqu'à la 3DS. Car en effet, la 3DS ayant un mode de compatibilité DS, est également compatible avec la R4, évidemment. Donc là, bon, c'est une 2DS XL, mais vous voyez bien, c'est compatible. Alors évidemment, ce mode ne propose pas toutes les subtilités de la 3DS. La 3DS est en mode DS, et donc du coup ne fait que émuler une DS au sein du hardware 3DS. Donc on n'a pas accès à toutes les fioritures de la 3DS, notamment l'écran 3D, pour les modèles 3D évidemment, ou alors le processeur plus puissant, etc. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais pour moi la R4 aura un petit peu contribuer à la notoriété de la DS comme à l'époque pour la PlayStation, parce que en fait c'était tellement simple d'acheter une R4, d'acheter une carte SD et de mettre des ROM qui étaient disponibles de partout depuis internet. C'était la grande époque, on va dire, du téléchargement aussi via RapidShare pour ceux qui connaissent, ou Mega Upload évidemment. Donc forcément le fait de pouvoir récupérer tout un catalogue de jeux d'une console actuelle, c'est-à-dire que la DS était encore vendue, là où à l'époque on était plus en mode je vais acheter, je vais télécharger plutôt un émulateur GBA pour jouer à la GBA alors que la DS est sortie, ou alors un émulateur Game Boy Color pour du coup jouer aux jeux Game Boy Color que j'ai pas pu jouer. Là on était vraiment sur une console qui était récente, qui était encore vendue, et du coup tout le monde s'est engouffré là-dedans, tout le monde a acheté des DS pour pouvoir en fait du coup acheter une R4 et mettre n'importe quel jeu à l'intérieur. C'était tellement simple que je pense, à mon avis, que ça a contribué à la notoriété de la console. Et en fait c'était très simple, hein. Si vous vouliez changer de jeu par exemple, bon là on va utiliser la 2DS XL pour pas avoir de problème, mais pour pas réutiliser la DS qui est derrière, mais c'était tellement simple, il suffisait voilà du coup de sélectionner un jeu, vous sélectionnez le jeu se lance, et en fait si vous voulez changer de jeu en plein jeu,
Vous avez juste une, je vais baisser le son. Vous avez juste en fait une petite combinaison de touches à faire. Donc c'était les 2 gâchettes et toutes les touches. Et ça reboot au niveau de la liste de jeux. Donc en fait, vous pouvez comme ça mettre sur votre R4 toute votre collection de jeux, parce que si vous avez des jeux que vous avez achetés, hein, par exemple, voilà, vous avez des jeux que vous avez achetés, vous pouvez les mettre sur votre R4 et en fait avoir toute votre collection directement en fait. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et qui était hyper simple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à la partager, c'est très important, à mettre un pouce en l'air, c'est très important, à mettre un commentaire si vous voulez, et surtout aussi à vous abonner à la chaîne, c'est ça qui permet de la faire grandir et de la faire rayonner encore plus. On se retrouve donc du coup prochainement pour la concurrente de la DS, à savoir la PSP, qui elle a été piratée dès sa sortie. Voilà, dès la sortie, dès la version 1.0 de la PSP, il y a eu un hack qui était disponible à cause malheureusement des programmeurs qui ont oublié de désactiver le mode debug, mais bon, ça, c'est autre chose. Je vais pas vous en dire plus, moi je vous dis à très bientôt, et on se revoit pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!